Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Kick Parade 80. Alors on a fait un truc de fou pour le 80e numéro. J'ai mis sur les miniatures le numéro du Kick Parade en plus gros, tu vois. Ça c'est fou ça. Hein? T'as vu? Nous Ça on change ose. tout. Hein. Ah nous on nous recule devant rien, non, Kick Parade. aucune limite. On est des dingues, Aucune des limite. dingues. Voilà. Bon, en tout cas, on s'attendait à se faire une petite émission. Salut Swan d'abord. Oui, bonjour. On s'attendait à se faire une petite émission du mois de juillet, sous canicule, bien tranquille, un truc qui dure 20 minutes avec 3 nouveautés bancales. Et en fait, c'est une semaine de taré. C'est une semaine de taré sur les sites participatifs. Il y a des trucs énormes. Donc voilà, je pense que cette émission va être relativement longue. Donc écoutez, accrochez-vous. Ouais, servez-vous un café, Voilà. un petit truc à grignoter. Voilà. Peignez une Installez-vous figurine, tranquille. enfin je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Et puis, petit message, c'est qu'il y a pas mal de gens qui regardent cette émission qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Et ce qui est un peu dommage, parce que vous êtes obligé de regarder dans vos suggestions de YouTube pour la trouver. Donc si vous êtes comme tout le monde feignant et que vous voulez être efficace, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, comme ça le Kick Parade il vous arrive tout cuit dans le bec quand il sort. C'est quand même vachement plus pratique. Allez, on va commencer par la 10e place. La 10e place, c'est Sunshine City, un roll and write. Qu'est-ce que c'est à la mode, les roll and write, qui a pour thème donc la ville, il me semble. Tout à fait. Bon, c'est du roll and write. Alors bon, vous lancez les dés, vous répartissez les chiffres un peu comme vous voulez, vous essayez d'activer le maximum de schémas sur votre petite feuille, et tout cela se calcule à la fin, fait une espèce de canevas de points, et puis vous pouvez vous challenger vous-même, parce que c'est le genre de jeu qui joue énormément en solo. Voilà, ça a un peu remplacé les mots croisés et le sudoku. Il y en a plusieurs. Bientôt, d'ailleurs. tu verras notre génération, au lieu de faire des bingos, tu sais, à la retraite. C'est ça, on fera des roll and write dans les maisons de retraite. Non, par contre, il va falloir faire des fiches un peu plus grandes, hein, parce que quand tu vieillis, c'est pas facile. Ouais, c'est vrai que c'est petit, il y a beaucoup de trucs. Et donc, c'est le genre de projet qui sont en print and play. Ça, c'est l'avantage. Vous recevez les fichiers PDF, vous imprimez vous-même, et comme ça, vous en avez à volonté. Donc, ça coûte pas cher. Voilà, donc celui-là, il a 5 $ par exemple. Donc, évidemment, pas de frais de port et pas de TVA. Donc, c'est quand même vachement... c'est quand même vachement pratique, ce système. Sachant que la petite originalité, c'est qu'ils ont visiblement vraiment pensé à non pas un, mais des modes solo. En fonction que vous allez affronter, on va dire, une intelligence artificielle, et en fonction de la personnalité que vous allez choisir, en fait, vous allez choisir une intelligence artificielle qui va plus mettre l'accent sur tel ou tel aspect du jeu. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez vous challenger, mais vous serez obligé, en fait, d'adapter votre stratégie à l'IA que vous allez affronter. Pourquoi pas ça... Voilà, ça peut être intéressant. Allez, il a passé la barre des 10 000 € et il a passé la barre des 1000 contributeurs, et il reste longtemps, il reste une vingtaine de jours. 9e position, c'est Amun-Re, ou Amun-Re, le jeu de placement d'ouvriers dans l'Égypte antique, redesigné par Vincent Dutray, car c'est un ancien jeu, on en a parlé depuis 2 semaines. Il en est à 92 000 €, 1215 backers, il reste une semaine encore, donc il peut encore monter, donc c'est un très beau succès pour ce petit classique du jeu de société moderne, qui s'est relooké pour l'occasion sur GameFound. Allez, place suivante, c'est Taverns and Dragons, le jeu français c'est du placement d'ouvriers. Ouais, c'est du jeu de Meeple, dans lequel vous allez jouer des tenanciers de taverne dans un monde d'Heroic Fantasy, et il va falloir bichonner les aventuriers, c'est ça, hein. Tout à fait. Vous pouvez aussi partir à l'aventure également. D'ailleurs, on voit que c'est un jeu qui vous a fait de l'œil, hein, celui-ci. Ouais. Il y avait pas mal de questions, notamment une qui demandait si tu avais le coup de pledger un jeu. Donc, c'est une question à laquelle vous vous doutez bien, on ne peut pas vous répondre, hein, parce que ça dépend des jeux que vous possédez, que ça dépend de vos affinités en fonction des jeux de plateau. Par contre, ce qu'on peut vous dire sur la campagne, c'est qu'effectivement, le matériel est de qualité. Clairement, c'est le genre de jeu qu'on reverra en boutique. Je me fais pas trop de soucis Oui, là-dessus. je pense que ça sortira en boutique. En revanche, il y a des Kickstarter exclusives. Et notamment le mode solo. Donc ça peut être un argument. Ça, c'est un gros argument. Voilà. Si vous êtes plus un joueur solo, voilà, sachez que techniquement, s'il y a une sortie boutique, elle ne sera pas disponible. Donc voilà, c'est le genre de petits détails auxquels il faut faire attention. Pareil pour les cartes quêtes, etc. Donc a priori, le jeu de base, avec toutes les mécaniques, devrait sortir en boutique. Par contre, ils ont l'air de faire une campagne qui va proposer des choses qui sortent un petit peu du commun. Donc c'est le genre de choses à voir si vous, c'est un argument
qui suffit à vous faire pledger ou pas. Donc voilà, intéressez-vous un petit peu. Voilà, si c'est un petit conseil qu'on peut vous donner, c'est déjà de prendre en considération la TVA plus les frais de port, puisque ça va évidemment augmenter le prix de votre jeu. Et puis bah voilà, voir qu'est-ce que la version Kickstarter propose en plus. C'est le genre de petits trucs que vous pouvez qui peut vous aider à voir si ça vaut le coup ou pas. Et en parlant de TVA et de frais de port, la semaine dernière, j'ai oublié une ligne sur mon montage. Du coup, l'émission est sortie sans les infos en haut. Donc vous étiez plusieurs à nous dire ouais, c'est dommage qu'il n'y ait plus les infos sur la TVA et les frais de port. Mais non, c'était une erreur d'export, de montage. Ne vous inquiétez pas. Donc. Sur cette émission, ça y sera. Sauf si je refais la même connerie. Enfin, savoir. On peut pas savoir. Voilà. Donc Taverns and Dragons, il a 51 000 €, 1266 contributeurs et il est là encore 15 jours. 7ème place, c'est un vieux jeu qui ressort, qui s'appelle Bagshal, The Ancient Game of Nepal. 12 526 €, 1308 contributeurs et il reste déjà que 5 jours pour ce projet. Et il est disponible dans toutes les langues de la planète. Il y a plein de drapeaux sur la couverture. Et il me semble que c'est un vieux jeu, hein, c'est un classique. Bah, c'est même un jeu antique. On va peut-être pas dire antique, mais voilà, c'est un jeu traditionnel, c'est l'équivalent du jeu de dames ou des échecs. Il y a un petit côté un peu partie de Go aussi hein, dans la mécanique du jeu. Et ce qu'ils indiquaient sur la page Kickstarter, c'est qu'en fait, voilà, c'est un jeu népalais, traditionnel, mais qui a tendance à disparaître en fait. Là actuellement, le nombre de joueurs et en fait le jeu commence à tomber dans l'oubli. Et donc du coup, l'idée de cette campagne, c'est de remettre ce jeu au goût du jour pour que la tradition ne se perde pas. Donc il y a des témoignages notamment du champion du monde, parce qu'il y a des championnats du monde de ce jeu-là, qui témoignent de leur amour pour ce jeu. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils proposent en fait la possibilité de payer ce qu'on veut. Voilà, c'est-à-dire que la contribution est à partir de 1 $, et en fait c'est à vous de choisir la somme que vous décidez de mettre dans le jeu, en fait pour participer à sa pérennité. Donc on n'est pas du tout sur le genre de campagne qu'on trouve habituellement sur Kickstarter, hein. On est sur quelque chose de complètement nouveau, on est quelque chose qui fait presque partie du patrimoine en fait. Là on est clairement un peu ce que pouvait se faire avec Amun-Re, on en parlait la semaine dernière, mais là voilà, on remonte à encore plus ancien, et c'est l'idée, c'est de maintenir une certaine forme de tradition. Donc je trouve ça super en fait que on ait des projets comme ça aussi originaux, avec une volonté qui diffère de ce qui se fait habituellement. Donc on est sur une campagne que moi je trouve vraiment sympa. 6ème position, c'est une nouveauté également, c'est Burn Cycle New Recruits Series Reprint. Alors Burn Cycle, c'est un jeu qui est déjà sorti, c'est un jeu dans lequel vous incarnez des robots ou des bots qui allaient vous révolter contre les grandes corporations humaines. Parce que la petite histoire, c'est que les humains ont bousillé la planète, quel suspense, c'est que les robots ont aidé à remettre en état notre planète, et que ils se sont fait trahir par les humains parce que c'est leur nature, faut toujours qu'ils niquent tout. Et donc les robots, ils sont révoltés et ils veulent foutre par terre les grandes corporations mondiales. Donc c'est un thème assez cyberpunk, et donc c'est un jeu d'infiltration où il va falloir vous faufiler dans les grandes corporations et mettre le dawa. Donc c'est un jeu qui avait bien marché, hein. C'est Chip Theory Game qui fait ce jeu. Donc c'est une boîte qu'elle vend en poupe, qui est super sérieuse, qui fait des jeux de qualité et du matériel de qualité. Et donc ils font un reprint avec des extensions. Donc vous avez des nouveaux robots, vous avez plus de gameplay, voilà, donc ça s'adresse plutôt aux fans, enfin c'est une continuité dans le jeu, dans l'univers. Évidemment vous avez la possibilité de prendre le jeu de base, ou carrément vous pouvez tout prendre si vous avez foi totalement en votre instinct. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu a été livré, qu'il est plutôt bien accueilli, donc normalement c'est pas ultra dangereux de parier dessus. Oui, et puis Chip Theory Game de manière générale, ils ont très bonne réputation, notamment en ce qui concerne le solo d'ailleurs, si jamais, et ils sont aussi connus pour la qualité du matériel qu'ils fournissent. Donc il faut savoir qu'ils ne font pas de figurines, eux leur dada c'est représenter les personnages par des jetons de poker. Et oui, les fameux chips. Et voilà, exactement. Et du coup, c'est vraiment du matos d'excellente qualité, hein. De manière générale, c'est quelque chose dans lequel on peut avoir foi. Alors pas de version française pour le moment, mais en même temps c'est des jeux qui sont extrêmement narratifs, avec pléthore de sujets, avec la possibilité de voir des petites énigmes qui vont être cachées à droite à gauche. Il y a beaucoup de texte sur les cartes, etc. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent savoir, voilà, il y a Too Many Games qui est le premier, Too Many Bones, pardon, qui est leur premier jeu qui devrait sortir en boutique d'ici la fin de l'année. Voilà, si vous voulez faire un avis sur le travail de cet éditeur. Bon, en tout cas, il cartonne, parce que à peine arrivé sur GameFound, il en est déjà à 209 000 € et 1849 contributeurs. Et il reste une grosse semaine,
donc je pense que on va le retrouver la semaine prochaine sans problème. 5e place, c'est Isle of Trains, donc le jeu de train familial et grand public, qui gagne 2 places, 64 000 €, 2090 contributeurs, il reste 20 jours, donc on va avoir le temps d'en reparler. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, donc si vous voulez avoir une présentation du jeu, je vous conseille de voir le Kick Parade 79. Il y a toujours une VF qui sera assurée par Bad Boom Games. Et voilà, je sais pas, moi qu'il y ait une nouveauté que je n'ai pas vue. Juste petite précision qu'on n'avait pas fait la semaine dernière, il faut savoir que la version française ne sera disponible que dans cette campagne. Elle ne sera, a priori, il n'y a pas la volonté de faire une version, ce qu'ils appellent retail, donc sortie boutique. Cette version sortie boutique ne sera qu'en anglais. La version française, voilà, ne concernera que la campagne. Donc si ça peut vous aider aussi à vous décider. 4e place, et c'est de nouveau un roll and write, c'est Aquamarine, 13 000 €, 2745 contributeurs, hein, c'est énorme. Hein. 10 jours avant la fin de la campagne, et là c'est pareil, c'est du print at home, on vous envoie les fichiers, vous imprimez, vous pouvez en imprimer autant que vous voulez. Alors là la thématique c'est la vie sous-marine, vous êtes des plongeurs et vous allez devoir cocher vos petits trésors, vos espèces de poissons, vos coraux, bon voilà, il y a toujours des thématiques prétextes pour des canevas de points sur les feuilles. En tout cas c'est étonnant que ça marche à ce point-là, c'est impressionnant, quoi. Après, ils sont aussi forts d'une ancienne campagne, je sais pas si vous vous rappelez, qui s'appelait Voyage, on en avait parlé dans Kick Parade il y a quelques mois, et ça avait remporté un franc succès, parce que c'était une campagne qui était extrêmement bien menée, avec énormément de propositions, le jeu il s'était étoffé, et puis voilà, cette notion de print and play, forcément ça rassure, enfin... Il y a un côté un peu rassurant parce que le prix n'est pas excessif, c'est le genre de jeu qui est inépuisable comme on en parlait tout à l'heure, et je trouve que ça se prête totalement à ce style de gameplay, donc c'est vrai qu'ils sont un peu dans le blast de leur ancienne campagne. Avant de passer aux 3 premiers, on fait un tour parmi les nouveautés qui ne sont pas dans le top 10, mais peut-être prochainement, on ne sait pas. Alors je vais commencer sur GameFound, il y a 2 nouveautés sur GameFound, pour moi en tout cas. Il y a Utopia, qui a démarré pas très bien, il en est à 78 contributeurs, mais bon il est là 30 jours, qui est un jeu sur le voyage dans le temps. Alors moi c'est une thématique que j'adore, et donc dans Utopia, nous sommes au 24e siècle, pardon, j'allais dire 25e, mais c'est 24e. La Terre est à l'agonie et les joueurs envoient des machines à remonter dans le temps afin de récolter des savants et des technologies du passé pour sauver la planète. Donc moi j'aime beaucoup la thématique, je trouve que c'est toujours sympa. Les jeux qui te permettent de voyager dans le temps, comme The Loop, voilà The Loop, qu'est-ce que j'adore The Loop. Je trouve que c'est toujours cool, quoi. Bon après la direction artistique elle est un peu... discutable. Ouais voilà, elle est un peu discutable. Bon la mécanique j'ai regardé un petit peu, pourquoi pas, why not, hein. Bon pour l'instant ça n'a pas l'air d'être un énorme succès, mais bon la campagne va peut-être réussir à s'installer dans la durée. Je vais enchaîner vite fait, hein, puisque je suis sur GameFound, avec Nexus Arena Combat System. Alors comme son nom l'indique, c'est un combat d'arène. Nexus à la base c'est un jeu de rôle de science-fiction, donc le concept c'est les aventuriers se baladent au centre de l'univers, parce qu'au centre de l'univers il y a une espèce de porte dimensionnelle, c'est une espèce de conjonction entre plusieurs univers, ils appellent ça le D-verse, donc ce qui permet évidemment d'avoir un lore inépuisable pour le jeu de rôle, et ils en ont fait un jeu d'arène avec figurines, avec grosses figurines, hein, elles sont, pour comparer, je dirais 2 à 3 fois la taille d'un Space Marine de Games Workshop, donc c'est des grosses figurines qui ont l'air assez jolies d'ailleurs, enfin qui sont jolies d'ailleurs. Après c'est du rendu 3D j'ai l'impression. Bon, après il y a des photos des figurines peintes, donc ils les ont sorties sur mon résine, et elles sont pas mal, elles sont chouettes, et puis il y a une belle direction artistique derrière. C'est une grosse boîte avec beaucoup de jetons, tout ça pour un jeu d'arène, c'est 120 € je crois à peu près, donc c'est un investissement, mais écoute, ça a l'air quand même d'être cool, quoi. Quand on aime les jeux d'arène là, il y a de quoi faire, hein. C'est très sympa. Alors ce que j'ai compris c'est vous avez un dresseur et puis un monstre. Alors les monstres c'est des espèces de monstres génétiquement modifiés, voilà, donc vous avez 2 créatures en fait sur l'arène, mais je suis pas sûr que les 2 combattent. Je crois qu'il y en a peut-être un qui est là pour donner les ordres ou pour donner les pouvoirs. Bon, je sais pas exactement, j'ai pas vu ça en détail, mais en tout cas il y a beaucoup de matériel dans la boîte et ils ont beaucoup d'ambition. Pour l'instant ça a pas super bien démarré, 196 contributeurs, mais la campagne est ultra longue, elle dure 2 mois, ce qui est assez rare, une campagne aussi longue, donc je pense qu'ils veulent s'installer sur la durée, faire connaître le truc, et puis monter petit à petit. Ils en sont à 22 000 €, ce qui n'est évidemment
pas du tout suffisant pour l'instant, malgré ce qu'ils disent, hein, puisqu'ils avaient un goal à 980 €, qui est complètement ridicule. Voilà. Donc voilà, et puis peut-être un peu de méfiance parce que c'est leur premier jeu finalement de figurines, hein, parce qu'avant ils faisaient du jeu de rôle. Donc voilà, bon, faut quand même se méfier parce que ça coûte de l'argent. Voilà, c'est une boîte qui est pas trop habituée. Et puis quand je vois Goal 980 €, je me dis que ouais. Ça invite à se méfier. C'est ça. Ce genre de campagne, campagne longue, avec des objectifs complètement abscons. Et alors, ils veulent livrer fin 2022 parce qu'ils disent que la moitié du jeu est prêt. Parce que ça fait 5 ans qu'ils y bossent. Voilà. Très bien. Voilà. On va repasser sur Kickstarter et je te laisse présenter. Non, avant je voudrais juste faire un petit détour par Games on Tabletop. Tu veux faire ça avant de d'abord retourner... Okay. Oui, comme ça on finit par Kickstarter, ça on marche, revient sur les valeurs sûres. C'est la campagne de Matago pour la traduction française du jeu Machina Arcana. Donc ils indiquent, la tagline, c'est quand le steampunk rencontre Lovecraft. Donc vous allez jouer des explorateurs, vous allez devoir affronter les différents grands anciens et autres saloperies de l'univers Lovecraftien dans une sorte de dungeon crawler narratif avec des personnages à faire leveler, des équipements à trouver, des sorts à débloquer, des armes à améliorer, etc. Donc c'est un dungeon crawler mais dans un univers qui est à la fois, on est un peu en terrain connu, mais aussi sous une forme un peu plus originale. Parce que c'est vrai que le Lovecraft steampunk ça existe mais on le voit assez peu utilisé. J'ai l'impression d'avoir vu tout sur Lovecraft moi. Mais... Oui, c'est vrai un petit peu aussi. Alors juste la petite précision sur cette campagne, c'est qu'il propose un all-in, mais en version limitée. Donc il n'y en a que 175 exemplaires, pour l'instant 90 ont été pris. Donc il va falloir vous dépêcher, et ils font aussi, il y en a un petit peu plus dans la version 50-50. Donc ce qu'ils appellent 50-50, c'est-à-dire que vous payez la moitié maintenant pendant la campagne, et l'autre moitié en boutique, quand le jeu sortira en boutique. Donc ça c'est une proposition que nous on aime bien, faire vivre les petites boutiques en leur permettant de livrer les jeux là-bas, puisque le jeu sera ensuite proposé en boutique, pas dans sa version all-in, mais dans sa version... on va dire normal, mais là vous avez la possibilité de vous procurer le all-in en allant le récupérer dans votre boutique préférée si elle est partenaire. Donc ça, on apprécie. Alors on enchaîne sur Kickstarter, je vais te laisser enchaîner avec Era of Kingdom 2nd Edition. A New Expansion Inquisition. Ouais, les titres à rallonge. Donc voilà, donc c'est une seconde édition pour un jeu de construction de villes à base de cartes. Donc pour le moment c'était très basé sur les villes médiévales. Les villes médiévales, donc vous allez devoir fabriquer des champs, devoir agencer, etc. C'est une sorte, d'une certaine manière, on est un peu comme dans du King Domino, mais sur un système de cartes, mais on est un peu sur le même style, avec des terrains, la possibilité de marquer des points, améliorer, vous fabriquez un champ, puis finalement vous allez le transformer en vignoble, et puis finalement vous allez le fortifier, etc. Donc il y a la possibilité de voir votre ville qui évolue au fur et à mesure. Et là ils ajoutent une nouvelle extension qui rajoute deux nouvelles choses, donc à savoir la possibilité de s'épanouir dans le domaine de la science, fabriquer, de faire en sorte que votre ville s'oriente dans cette stratégie-là pour pouvoir marquer des points de victoire, mais aussi dans la religion. Eh oui, l'acquisition. Avec l'acquisition, voilà, tout ce qui était très bien, la religion au Moyen-Âge, hein, on sait que ça s'est très très bien terminé. Donc voilà, l'idée est plutôt sympa dans ce jeu-là, le matériel est magnifique. Donc voilà, si vous êtes fan de ce genre de jeu, profitez-en. Pour l'instant, la campagne se porte plutôt bien, elle est financée. Il y a 307 contributeurs, ils ont récolté plus de 12 000 $. Donc voilà, il reste 26 jours. Et ben on va enchaîner, c'est une grosse nouveauté, Silvercoin Age of Monster Hunters. Et ce jeu, nous l'avons essayé. Je l'ai essayé à Essen en octobre dernier, donc ça date. Et on l'a essayé tous les deux sur je ne sais plus quelle plateforme, Tabletopia peut-être, avec le créateur, enfin l'un des créateurs. Ils sont slovènes. On a fait une partie, enfin pas entière parce que c'est un énorme jeu, toute une soirée. Donc voilà, on peut vous en parler de Silvercoin. Donc c'est un Monster Hunter, hein, donc vous allez chasser des monstres, vous allez vous stuffer, parcourir une carte absolument immense. C'est un continent entier divisé en régions, et vous allez en fait prendre des contrats sur des monstres, pouvoir vous équiper dans les villes, aller récolter des herbes dans la campagne pour faire des potions. Qu'est-ce que j'oublie encore d'autre ? Il y a la possibilité aussi de se renseigner sur les monstres qu'on va affronter, et donc du coup de se stuffer en conséquence, que vous avez la possibilité soit d'aller affronter du menu fretin tout au long du jeu, mais de ne pas rapporter énormément de gloire ni d'argent, ou alors vous avez la possibilité de vous attaquer, même pouvez-vous faire qu'un seul gros monstre de toute la partie, mais du coup ça va vous demander un stuff
particulier, il va falloir que vous vous adaptiez parce qu'en fonction de la région dans laquelle le monstre vit, il va être plus ou moins avantagé. Par exemple, un monstre aquatique qui est dans un marais, il va être tout à son avantage. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous devez vous préparer en conséquence. Donc vous pouvez passer uniquement à la partie à vous préparer à l'affrontement final, pendant qu'un autre joueur va plutôt aller tataner du monstre par douzaine. C'est du très gros jeu, hein. C'est du très gros jeu qui dure plusieurs heures. Ce qui est très cool, c'est comme tu le dis, il y a un côté vraiment bac à sable où c'est un peu toi qui choisis comment tu t'entraînes, etc. Les personnages de départ sont ultra asymétriques. Et quand je dis ultra, c'est ultra. C'est-à-dire qu'ils se jouent pas du tout pareil. Ils ont vraiment des pouvoirs, ils ont même du matériel à part. Il y en a qui ont des cartes, des jetons. Donc ça, c'est vraiment très cool parce que il y a vraiment une énorme rejouabilité. On n'a jamais l'impression de faire la même chose. Nous, on avait un peu critiqué cette grande carte, hein, tu te rappelles, où il n'y avait pas grand-chose finalement à part aller à la capitale pour s'acheter un cheval et puis aller à récolter des herbes dans des endroits spécifiques. Et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des choses sur la carte. J'ai l'impression qu'on peut faire un peu plus de choses. Et ça, c'est bien parce que pour moi, c'était vraiment un défaut du jeu. C'est qu'on avait ce continent énorme et finalement, il y avait beaucoup d'espace vide. Donc tant mieux s'ils nous ont peut-être écoutés. On n'est peut-être pas les seuls à leur avoir dit, hein. Après, à savoir que nous, on avait testé la version compétitive, mais qu'il va y avoir un mode solo et un mode coopératif en campagne. Et il nous avait expliqué déjà à l'époque que c'est vrai que la carte était plutôt pensée pour ce mode campagne, puisque vous allez avoir des missions, des personnages à rencontrer sur les différents lieux. Mais c'est vrai qu'en compétitif, en fait, il y avait des lieux clés, et en fait, tous les autres lieux étaient juste des options de déplacement, en fait, pour nous ralentir. Donc mais là, ils ont vraiment eu l'impression d'y repenser. Après, un autre truc qu'on s'était dit, c'est qu'il y avait pléthore de matériel. Alors si vous êtes fan des petits tokens dans tous les sens, de règles, machin, etc. Il faut une très grande table. Ouais. Et puis il va falloir avoir une sacrée mémoire. Mais c'est du gros jeu. Hein. Bien fat. Bien fat. Après, on peut effectivement, moi, je pensais qu'ils allaient retoucher un tout petit peu plus la direction artistique. Certaines cartes et certains tokens sont un peu austères et je trouve que on est un peu toujours là-dessus. La carte par contre est très belle. Moi je suis très très fan. Et les illustrations, il y a à boire et à manger. Il y en a des très belles, il y en a des moins belles. Au niveau des figurines, c'est particulier aussi, puisqu'on a l'impression qu'elles sont faites à des échelles différentes. Il y a des personnages, j'ai l'impression, qui sont en gros plan et d'autres qui sont vraiment vus d'une manière un peu plus éloignée. Ce qui, moi, me perturbe un petit peu, mais c'est pas très grave. Après, ils avaient choisi de ne pas faire de figurines pour les monstres, parce que je crois qu'il y en a 33 enfin, il y a plus d'une trentaine. Plus pas pour les stretch gold, quoi. Voilà, pas comme Witch Hunter, où on va recevoir une boîte, enfin moi, parce que je l'ai piégé, avec je sais plus combien de figurines dedans. Non, ce qui est cool aussi, c'est que les monstres sont très variés, comme tu le disais, selon la géographie où ils sont plus ou moins forts. Il y a aussi les saisons, et il y a aussi la nuit et le jour. Donc il y a des monstres qui sont plus prenables le jour, d'autres la nuit, d'autres l'hiver, d'autres l'été. Enfin vraiment, ils ont poussé le bouchon très très loin, hein, dans le trip Monster Hunter, et c'est bien parce que c'est vraiment un jeu de Monster Hunter, c'est-à-dire que la préparation est plus importante que le combat finalement, parce que le combat, c'était assez simple finalement, les combats avec les monstres. C'est-à-dire que si t'es bien préparé, finalement tu lui mets de fessée, quoi. Et tout est là-dedans, tout est dans le stuff que t'as pris, la préparation, le temps que t'as passé avant pour combattre ce monstre en particulier. C'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que tu prends pas n'importe quel monstre. Voilà. Il faut vraiment te préparer pour le monstre que tu as. D'ailleurs, il y a un marché, hein, où il y a un plateau avec tout un tas de monstres, tout un tas de contrats qui sont offerts, et vous allez vous balader dans la région et vous dire celui-là il m'intéresse, donc est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le battre, sinon il va falloir que je me prépare tel le ninja. Donc c'est un jeu très ambitieux dans son gameplay, dans son matériel. Est-ce que c'est pas un peu usine à gaz, hein, au bout de 4 ou 5 heures de partie? Ça, faut tester jusqu'au bout, et j'avoue que ça me fait un petit peu peur, parce que moi j'ai jamais fait une partie complète, hein. Je me suis toujours arrêté au bout d'une heure et demie, 2 heures, donc c'est à voir, il y a beaucoup de règles, donc voilà, c'est vraiment du gros jeu expert, quoi. Mais je trouve ça fun, je trouve ça cool, surtout s'il y a un solo, parce que moi je suis un peu plus tenté du coup, parce que je me dis, tu vois, pas forcément facile de sortir un jeu comme ça à plusieurs, donc s'il y a un solo, ça peut être intéressant. Pour l'instant, il en est à 72 000 €, 779 contributeurs, il reste un peu plus de 20 jours pour Silver Coin. Eh bien, on va revenir aux 3 premiers du classement, c'est pas des petits trucs non plus. On vous avait prévenu, hein, ce Kick Parade là, il est assez fat. 3e position, c'est une entrée, c'est Star Realms Rise of Empire. Alors Star Realms, c'est un jeu de deck building
très très connu de science-fiction dans lequel vous allez choisir une faction spatiale et vous affronter avec un autre joueur. C'est assez classique, hein. Vous avez une rangée au milieu, une espèce de rivière de cartes, vous faites des combos, vous jouez des cartes, vous avez des ressources et il y a plein, parce que c'est un jeu qui a pas mal d'années, plein d'extensions. Et donc là, ils sortent leur premier jeu Legacy. Voilà, leur première extension Legacy, Star Realms. Vous allez mettre, c'est une campagne, hein, vous allez mettre des stickers sur vos cartes, donc vous allez altérer votre jeu, il faut le savoir. Vous avez une boîte à côté avec plein de stickers si vous voulez refaire des parties. Donc c'est pas, vous n'allez pas acheter votre jeu après une partie, vous pouvez le réutiliser, faire d'autres parties. Mais voilà, il y a un moment donné, il y a quand même l'aspect Legacy, à un moment donné, il n'y aura plus de stickers. Et voilà, donc c'est un truc à savoir. Je sais que les Français, ils ont un peu de mal avec les Legacy, un peu plus que les Anglo-Saxons qui sont peut-être un peu plus dans le consommation jetable. Peut-être que nous, on aime bien garder nos jeux pendant des décennies. Mais donc voilà, il en est à 234 000 €, 3221 contributeurs. Et je pense que les fans de Star Realms, parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est un jeu qui a de la bouteille, je pense qu'ils sont contents parce qu'il y a 180 cartes, 3 nouvelles factions, une campagne, chouette quoi. Deuxième position, c'est Moon. Moon qui a gagné une place par rapport à la semaine dernière, 280 000 €, 4821 contributeurs, il reste une dizaine de jours. Très gros succès pour ce jeu de gestion sur notre satellite naturel, dans lequel vous allez construire des bâtiments, récolter des ressources, faire du commerce avec d'autres bases sur la Lune. On en a pas mal parlé, on a même beaucoup parlé la semaine dernière. Matériel absolument superbe, mais pas bling bling. Je trouve que c'est très bon goût, c'est simple. Je suis d'accord. Et ça cartonne parce qu'ils avaient fait 2 jeux dans la même veine qui s'appelaient Villagers et Streets, donc ils n'ont plus rien à prouver. C'est une boîte anglaise qui fait ça. Et que ça a l'air vraiment très bon, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller, on peut prendre le bout par n'importe quel sens, je vois pas trop de... Hein, on voit pas trop de... Oui, et puis la page est super bien faite. C'est marrant parce que quand tu parlais du style épuré, je trouve que ça fait très jeu japonais dans l'ambiance, complètement. tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'est une page qui est agréable à suivre. Il y a plein d'exemples, il y a plein de systèmes de gameplay. Donc comme tu le disais, on sent que c'est des mecs qui sont rodés en fait. Ils nous proposent une campagne, elle est menée d'une main de maître. Ils ont bien choisi leur période. Et puis, on va pas se mentir, l'espace a le vent en poupe sur énormément de science-fiction, et ce n'est point pour me déplaire. Allez, premier de Geek Parade cette semaine, c'est une entrée directement en première position, c'est Moonrakers Titan. Eh bien oui, c'est encore un jeu de science-fiction, et oui, ça se passe encore, enfin sur la Lune. Non, ça se passe pas sur la Lune. En tout cas, ça se passe sur des lunes. Et en plus, il y a une VF. 992 872 €, 6419 contributeurs, et il reste 24 jours avant la fin de la campagne. Autant vous dire que celui-là, on va en reparler. Donc Moonrakers, c'est une ressortie parce que le jeu de base existe, sauf que là, eh bien ça s'est enrichi. Alors là, ils ont pété les câbles. Ils ont pété les câbles, et les mecs, ils ont fait 3 campagnes en une. Donc tu as 3 nouvelles extensions à développer. 3 nouvelles extensions, tu as une application pour jouer en coop. Tu as du matériel un peu de luxe avec des cartes holographiques. Et tu as une big box en plus. Donc les mecs, ils ont tout mis. Ils ont tout mis, quoi. Et donc là, si t'aimes le jeu, là, tu pètes un câble. C'est clair que là, tu sors ta carte bleue, tu défonces tout, quoi. Donc parmi les 3 extensions, tu as une qui s'appelle Nomade. Donc il y a un nouveau plateau et tu peux te balader un peu dans le système solaire, ce qui permet de faire des nouveaux contrats. On rappelle que c'est un jeu de contrats, pas que commerciaux d'ailleurs. Je crois qu'il y a du chasseur de primes aussi. Bon, enfin, en tout cas, l'idée c'est que vous avez un vaisseau, vous vous baladez et vous faites des contrats, et tout cela rapporte des points de victoire. La deuxième extension, c'est Bending Ties, donc qui apporte une nouvelle mécanique et la réputation, qui accentue encore les mécaniques de commerce. Et enfin, il y a l'extension 3 qui s'appelle Overload, qui est plus, on va dire, qui enrichit les decks de la boîte de base avec des nouvelles cartes. Et puis il y a des nouveaux tokens qui s'appellent Sphères, des tokens Sphères pour les vaisseaux. Donc voilà, donc c'est vraiment, ils se foutent pas de la tronche du monde. C'est pas la petite extension prétexte pour te vendre la big box et puis te revendre le jeu de base. Non, là je trouve qu'il y a vraiment de quoi bouffer quand t'aimes le jeu. 3 extensions, une application, une big box, du matériel exclusif, ouais quoi. Pour un prix qui est pas déconnant. Et pour un prix qui est pas du tout déconnant, puisque je crois que le Pledge Extension de Titan Box, allez, on va dire, c'est 175 €. Le all-in, voilà. 175 €. On rappelle que la Big Box de Terraforming Mars à elle seule coûtait 100 balles sur Kickstarter.
sans rien dedans. Enfin, sans rien dedans. Non, Juste la j'exagère. boîte. Il y avait les tuiles en 3D, il y avait les beaux trucs, mais il n'y avait pas les jeux, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, oui, non, c'est vraiment pas mal parce que tu prends le all-in, là, t'as ta big box, tes 3 extensions et tout le beans. Là, t'en as pour des années de jeu. Surtout que le jeu est très beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Si, c'est super. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis allé me balader un petit peu sur. Parce que la vidéo de présentation m'a un peu intrigué, parce qu'il parlait de côté échange, etc. Et en fait, j'ai découvert que c'est un jeu qui était sorti il y a quelques années et qui a eu un échange quasi permanent avec les joueurs. Oui, grosse communauté. Et qu'en fait, les extensions ont été un peu travaillées conjointement par rapport au retour des joueurs, et notamment sur les versions solo et 2 joueurs qui laissaient un petit peu à désirer. C'était un jeu qui prenait vraiment toute sa saveur à 3-4 joueurs. 5, c'était un petit peu trop d'après les retours. Et donc, du coup, les extensions ont été aussi pensées pour ajuster ce genre de choses, etc. Donc, c'est une vraie partie de ping-pong entre développeurs et joueurs, et c'est une stratégie qui marche extrêmement bien. La preuve en est que c'est peu dire que cette campagne était attendue, puisque on a dit les chiffres en euros, mais il faut savoir que si on commence à parler en dollars, il a levé le million. Hein. C'est bon, le million a été fait en moins de quelques jours. Donc non, c'est un succès de fou. Et puis 24 jours, autant vous dire que on va en entendre parler. Il y a un côté très participatif sur toute cette campagne. Non, c'est un sans faute. C'est premier, mais c'est premier, mais on sait pourquoi. Voilà, il n'y a pas de doute, on sait pas, il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est ça. Il n'y a pas de mystère là. Et il y a une VF donc. Par Lucky the Game qui prend c'est Lucky plus de risques sur les jeux qui décident de traduire. C'est vraiment une nouvelle politique d'accompagner aujourd'hui. Ouais, ils sont taqués sur les jeux de Kickstarter. Ouais. Bon, et bien voilà, on a réussi à faire cette émission en moins d'1 heure. Bravo, avec tout ce qu'il y avait. Dites-nous quel jeu. Alors là, vous pouvez vraiment nous dire quel jeu vous hype le plus parce que là, il y a du choix et il y a du gros truc quoi. Donc dites-nous ce qui vous tenterait éventuellement. Moonrakers, Moon, Silvercoin, quoi d'autre encore, Taverne et Dragon, Nexus, que sais-je encore, il y a plein de trucs. Si vous avez aimé l'émission, mettez un pouce, ça nous fait plaisir, et ça fait surtout plaisir à YouTube pour mettre en avant nos vidéos. Abonnez-vous au Troll Savant, si vous êtes en vacances, bonnes vacances, si vous êtes au travail, bon courage, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, peut-être encore. On va encore en faire. Un petit baron d'honneur, mais on vous prévoit pas mal de trucs là dans les temps à venir. Ouais. Mais d'abord des vacances. Ouais. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. En tout cas, on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut.